Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, imaginez, le soleil commence à décliner sur l'académie d'Agda. Votre regard embrasse l'immense dortoir, lieu de vie austère mais fort d'une grande camaraderie entre les apprentis. Vous vous apprêtez à y passer une dernière nuit et surtout, demain, un dernier jour. Et s'il marquait ce dernier jour le commencement d'une quête d'une ampleur magistrale, la suite, la suite, c'est vous qui allez la décider dans le nouveau livre du célèbre mentaliste Fabien Olicard. Il est l'invité du Grand Oral. Une anti-sèche nouvelle formule en 2025. On réveille sa culture générale. Cette semaine, en partenariat avec les arènes BD, on révise la mythologie nordique. La question du jour, pourquoi les saumons sont-ils effilés au niveau de la queue? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Comment préparer un menu ludique, facile et rigolo à faire tous ensemble, par exemple pour le week-end qui s'annonce. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Fabien Olicard, bonjour. Salut, bonjour. Ravi de vous accueillir dans la quotidienne. On vous connaît mentaliste, on vous découvre romancier. Vous publiez chez First La harpe des 4 saisons. Je donne le sous-titre « Décidez de votre destin ». Alors tiens, un roman où on décide quelque chose, c'est pas courant. La harpe des 4 saisons, c'est en effet pas seulement un roman, c'est aussi un livre dont on est le héros et un jeu. Avant d'en parler, je crois que c'est une passion très ancienne chez vous, les livres dont on est le héros. Vous avez vous-même été le héros de plein de livres que vous lisiez. Ah oui, en fait, c'est la gamme, les livres dont vous êtes le héros, qui est une marque à part entière à laquelle je ne suis pas affilié, donc je n'ai pas le droit d'utiliser moi ce mot. Vous avez le droit de dire que ça ressemble. C'est pour ça que je ne me gêne pas. Ça a été très populaire dans les années 80. Et mon frère, mes cousins qui avaient 8 ans, 9 ans de plus que moi, on avait beaucoup. Donc moi, quand j'ai commencé à avoir 9-10 ans, il y avait tout ça dans la bibliothèque. J'ai découvert ça, j'ai adoré. Et après, je suis devenu un joueur de jeux de rôle. Et toute ma vie, j'ai espéré un jour écrire le mien. Aussi parce que quand vous êtes un enfant, vous avez pourtant des frères, mais plus âgés, 9 ans d'écart d'âge. Donc finalement, vous êtes un petit peu seul et vous passez pas mal de temps à vous imaginer des activités, à vous créer des univers. Oui, il n'y a pas encore à l'époque ces jeux de société où on peut jouer tout seul. Ça existe beaucoup aujourd'hui. Bon, à l'époque, faire un Monopoly tout seul, c'est quand même pas très drôle. Les échecs tout seul, à la limite, on peut se débrouiller un petit peu. Mais moi, je passe mon temps à créer des choses, en fait. Soit dans ma tête, soit dans la vraie vie. Je m'amuse aussi à créer des histoires avec les Lego, les Playmobil, etc. Mais quand je découvre ça, où on m'emmène dans un univers que j'ai pas imaginé moi, mais dans lequel je peux décider ce que je fais, alors là, c'est les portes de l'imaginaire qui s'ouvrent. Voilà. Et l'autre chose que vous faites quand vous êtes ado, c'est que vous apprenez à réparer des ordinateurs alors qu'il n'y a pas d'ordinateur à la maison. Bah oui, j'ai révisé. Vous en savez trop. Fasciné par cette technologie, par les ordinateurs. Je viens d'une famille modeste, pas très modeste, mais trop modeste en tout cas pour avoir un ordinateur ou ce genre de choses. Dans ces années-là, en tout cas, il faut rappeler que ça coûtait... Au milieu des années 90, c'est plus qu'un salaire mensuel, un mardi à l'époque. Mais donc je me documente, j'ai des bouquins, il y a des bouquins qui sortent au bureau de tabac, ma mère m'abonne et tout. J'apprends à me servir d'un ordinateur sans y toucher. Je mets des petites annonces dans mon village, à Marcilly, ça s'appelle un petit village de moins de 2000 habitants. En mettant donne cours d'informatique et répare ordinateur. Et là, le téléphone sonne et il y a Monsieur Olicard, c'est l'adjoint au maire. L'adjoint du maire qui m'appelle pour que je répare son ordi avec à la clé des cours d'ordi derrière. Donc j'y vais, j'ai réparé son ordi, mais lui, à part aujourd'hui, ne saura jamais ou n'a jamais su que c'est la première fois de ma vie que je touchais un ordinateur. Extraordinaire. C'est le moment où j'ai réparé et après je lui ai donné des cours. Mais vous lisiez des 0 1 micro quelconque ou d'autres ouvrages de ce genre. Alors le point de départ de cette histoire, de cette harpe des 4 saisons que vous publiez chez First, le pitch, si on devait le donner. J'ai parlé de l'Académie d'Agda. On n'est pas loin de l'univers d'un célèbre sorcier que vous aimez bien par ailleurs. Exactement, ou d'un Seigneur des Anneaux. Vous avez plein de fans ici, dont une certaine Laura qui m'a dit, mais c'est un grand fan notamment d'Harry Potter. Je suis un Serpentard, moi, bien sûr. Ouais, vous êtes Serpentard. Absolument. Non, c'est de l'héroïque fantasy. Ouais. Je vais dire un truc qui est, on dirait que je vends mal mon livre, mais qui est peu original, cette Heroic Fantasy. Et en fait, avant de faire original, j'ai un ami qui est un très grand auteur, Bernard Werber, qui m'a dit, avant de faire original, c'est bien de savoir faire du bon classique. Et donc j'ai essayé de faire un bon classique d'Heroic Fantasy dans l'univers. Après, ce qui se passe dans l'univers, le scénario, lui, est très original. On est le jeune apprenti d'une académie, c'est le dernier jour, il se passe un drame. On va partir en quête pour essayer de compenser le drame qu'il y a eu et on doit découvrir un puissant artefact, la harpe des 4 saisons, qui a des pouvoirs de manipuler le temps
dans tous les sens du terme. Je vous spoile pas trop, mais si vous aimez les films avec des paradoxes temporels, vous allez être servi avec ça. Voilà, pour les amoureux d'Inception, on peut... Alors, j'ai essayé de jouer de deux façons, figurez-vous. D'abord, il faut prendre un crayon, il faut prendre un dé. D'abord, j'ai joué une stratégie, la sécurité. Je ne prends pas de risque. Oui. Je suis mort en 7 minutes. Ouais. Il se marre. Ouais, vous êtes mort. En fait, donc voilà, donc, pas de risque, je vous le dis tout de suite. Hein. Faites pas comme moi, on crève, tout de suite. Ensuite, comme je ne pouvais pas jouer non plus pendant 15 000... voilà, j'ai dit, je vais demander à ChatGPT. Alors, pas mal. Quand même, il n'y arrive pas non plus. Et alors, bonne nouvelle. Pourquoi, d'ailleurs, au début, il y arrivait, j'étais presque déçu. Mais il donne une série de choix à faire, mais en fait, quand on vérifie, ce sont parfois des choix que vous-même ne proposez pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, à chaque fois, je lui ai dit, non, mais là, c'est pas possible. Bon, je vous ai là. Mais alors, il n'y arrive pas, entre autres, parce que il y a des dés par moment, quand on a des combats, et puis il y a des choix arbitraires, évidemment, où vous dites, vous êtes à tel endroit, vous prenez à droite ou à gauche. Et ça, de fait, ChatGPT, il ne peut pas. Exact. Pourquoi vous avez voulu introduire cette notion de hasard ou cette notion d'arbitraire dans un récit qu'on essaye de construire ? Comme je suis un grand joueur de jeux de rôle et maître du jeu aussi, de jeux de rôle, il y a des éléments que j'aime bien. Le premier, c'est de me dire... Oui, la sécurité ne paie pas toujours. Ah non, pas du tout. Sinon, dans la vraie vie, on ferait que les choix sécuritaires et puis tout se passerait bien. Donc, je veux que ce soit proche de la réalité. Et puis, parfois, on est obligé de prendre des décisions. On a un manque de données factuelles. Et est-ce que je prends à droite ou à gauche ? C'est un manque de données factuelles. On jette une pièce en l'air et puis, ma foi, on verra ce qui se passe. Et surtout, avec cette possibilité de mourir quand même dans le jeu. Alors, je rassure tout le monde, hein, si on meurt, on peut sauvegarder, on peut reprendre, on peut tricher, on se débrouille. Mais la possibilité de mourir donne un enjeu quand même assez fort, parce que si ma promesse est que tout se passera bien, en fait, c'est un Deus ex machina, et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui. Alors que là, il y a toujours le stress de se dire, attends, je choisis quoi ? Parce que j'ai pas envie de mourir quand même, et on se pose vraiment les vraies questions de... Il y a un impact, quoi. Non, mais ça marche, c'est très addictif. En plus, le récit est chouette. Alors, les chapitres sont assez courts, par définition, mais ils sont sympas quand même. On rentre dans des univers. Moi, je me suis fait complètement avoir, je vous le dis tout de suite, et pris au jeu. Je n'aurais pas passé autant de temps sans ça, d'ailleurs. Alors, ChatGPT m'a quand même suggéré une stratégie. Je vous la soumets. Vous me dites si ça, il a compris. Et je pense qu'il a peut-être compris. Il dit, choisissez, d'abord, on doit choisir des talents au début du jeu. Il dit, choisissez plutôt des talents axés sur l'intuition et l'observation. Oui. On est d'accord. Maximisez vos ressources, objets, potions, bonus, mais ça, même vous le donnez en tant que conseil, c'est pas très compliqué, il s'est contenté de vous lire. Alors, il y en a un que je trouvais intéressant. Il y a des combats, par moment, pam. Limitez les combats, sauf si la victoire offre des avantages significatifs. Et ça, c'est une petite leçon de vie, quand même, s'il a raison. Je suis assez d'accord avec lui. Hein. C'est pour ça qu'il y a quand même un talent qui s'appelle persuasion, qui est intéressant. Alors, il est intéressant, si on passe par les montagnes, on a la possibilité de s'en servir plusieurs fois pour négocier des passages au lieu de combattre. Et on gagne beaucoup de temps, on gagne des points de vie, on s'amuse beaucoup à essayer d'embourber un petit peu l'autre, c'est un petit peu rigolo. Mais oui, c'est une très bonne leçon de vie, on évite les combats, sauf s'il y a un apport significatif. Derrière. Préparez-vous pour les gobelins avec des armes et des bonus appropriés, ça vous nous conseillez de le faire, c'est pas compliqué. Et puis alors là, on arrive un peu aux leçons de vie, parce que quand vous dites décidez de votre destin, et puis le premier livre immersif dans lequel vous prenez les décisions, c'est presque un manuel d'orientation, j'allais dire. Explorer intelligemment pour éviter les impasses ou les pertes inutiles de point de vue. Qu'est-ce que ça m'apprend ? En quoi ça m'aide à formuler des choix dans la vie réelle ? À quoi ça m'oblige déjà à avoir une vision le plus panoramique possible, la plus large possible. Ça m'oblige aussi, le livre fonctionne aussi comme ça, à récolter l'expérience des autres avant de faire la mienne, parce on va croiser des choses dans l'histoire où si on les prend en compte, on gagne énormément de temps. Il y a un endroit que tout le monde déteste dans le livre, c'est fait exprès, qui est le labyrinthe protecteur. Le saviez-vous ? 10 chapitres avant, vous aviez toute la solution pour ne pas perdre de temps à l'intérieur, en fait. Donc, j'élargis mon point de vue et je prends en compte la connaissance des autres. Dans la vie, extrêmement utile. Et pour ça, il faut faire preuve de beaucoup d'attention et de concentration. On va en parler dans quelques secondes après l'anti-sèche. Votre choix de faire un livre, un objet livre. Alors, il y a un site, je le précise, c'est la saga de dagda.fr, mais plutôt qu'un jeu sur ordi, une appli, pourquoi ? Je suis trop amoureux de ça. C'est très personnel, c'est très intime, c'est une vraie volonté. Quand j'en ai parlé à mon éditeur, il m'a dit tu sais, les livres jeux surtout aujourd'hui, c'est pas ce qui marche vraiment. Alors ils m'ont suivi, mes éditeurs, ils sont adorables parce que faut dire, vous leur en avez ça se passe très bien. Vous leur avez vendu 900 000 exemplaires, donc à ce prix-là, on suit l'auteur souvent. On s'est dit, ça marchera pas trop, juste pour les gens que ça fait plaisir. Et moi, en tant qu'auteur, ça me comble de joie. Le fait est qu'en 2 mois, il est passé best-seller. C'est pas inattendu, c'est inespéré pour nous. J'écris la suite de la saga en ce moment, le 2 et 3. Là. Le titre est donné à la toute fin. Absolument, pour mettre l'eau à la bouche. Mais voilà, le livre-objet, c'était mon plaisir personnel.
Vous savez, lire 20 minutes, ça descend le stress, le taux de cortisol dans le sang de 80%. C'est incroyable. La version papier, il faut se rapprocher de cet objet-là, quoi. Donc, voilà. C'est ma pierre à l'édifice. Et puis, quand même, il s'est un tout petit peu capté votre attention, Fabien Olicard, et on va s'intéresser à ce sujet. Il lui a aussi consacré un bouquin. Plus de 6 millions d'abonnés. Non, que dis-je, je me trompe. 7 millions d'abonnés sur Internet et 930 000 exemplaires vendus de tous ses livres. C'est pour ça que votre éditeur, il a quand même le droit de vous écouter un tout petit peu. On teste sa culture générale depuis le début de l'année sur School TV dans la quotidienne, et on le fait cette semaine avec Catherine Maury. Une anti-sèche nouvelle formule en ce début d'année 2025. On révise notre culture générale. Au programme toute cette semaine, la mythologie nordique. On est en partenariat avec les arènes BD. Question du jour, pourquoi les saumons sont effilés au niveau de la queue? Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes professeur de français, vous êtes aussi autrice et scénariste de bande dessinée et vous signez L'incroyable histoire de la mythologie nordique avec Philippe Bercovici, évidemment aux arènes BD. Alors pourquoi les saumons sont-ils effilés au niveau de la queue? Alors, ça remonte à une histoire dans laquelle Loki, on en parlait hier, ce personnage malfaisant, cause la mort de Balder, qui est le fils chéri d'Odin. Odin ne peut pas tuer Loki parce que c'est son frère de sang. Odin, c'est le dieu des dieux. Hein, voilà, c'est ça, c'est le roi des dieux. Ouais. Et donc, ils sont frères de sang. Et comme on l'a dit, quand on a prêté serment, on ne peut pas du tout revenir là-dessus. Donc, il ne peut pas le tuer, mais... il va essayer de le capturer pour le torturer. Et pour échapper à Odin, Loki se métamorphose en saumon. Alors les dieux construisent... Voilà, bravo, on en fait très bien le saumon. Ouais. C'est pour le bêtisier. D'accord, oui. Peut-être qu'ils vont garder... Vous voulez pas faire saumon avec moi? Non, je voulais tout seul. On enchaîne. Et donc, ils construisent un filet. Et donc, Loki a très bien compris qu'on allait vous le prendre dans le filet. Donc, il saute au-dessus du filet. Mais ce qu'il n'a pas du tout prévu, c'est que Thor est de l'autre côté et... Clac. Voilà. L'attrape de sa poigne de fer, parce qu'il s'agit quand même de fer. Voilà, donc Thor c'est le plus fort. Et il serre, il l'attrape au niveau de la queue et il serre. Et donc évidemment, quand le saumon Loki ressort de là, eh bien, il a la queue beaucoup plus étroite qu'auparavant. Et c'est pour ça, nous explique la mythologie nordique, que les saumons sont ainsi constitués. Complètement dingue. Elle explique plein de choses sur la nature, la mythologie nordique. Il y a d'autres phénomènes naturels auxquels elle s'intéresse. Par exemple, le phénomène des marées. Et là, on retrouve notre ami Thor. On retrouve notre ami Thor. Alors, vous étiez peut-être de ceux qui pensent que les marées s'expliquent par l'attraction lunaire et l'attraction terrestre. Donc vous étiez dans l'erreur, Emmanuel. Ouais. Je vais vous dire... Je vis dans l'erreur. Vous vivez dans l'erreur. Et dans le péché. C'est terrifiant tout ça. Donc ce fameux Loki finit par être attrapé. Et donc comme on ne peut pas le tuer, on va le supplicier. On l'attache à des pierres d'abord assez tranchantes avec les boyaux de son propre fils. Ça, c'est une petite attention délicate. Oui, voilà. Et ensuite, on suspend au-dessus de sa tête un serpent dont la gueule ne cesse de dégoûter du venin à longueur de journée. Et alors, il y a la femme de Loki qui tend une coupelle pour recueillir le venin, mais parfois la coupelle est pleine, donc elle doit la vider. Et le temps qu'elle aille la vider, eh bien, Loki reçoit du venin dans les yeux, donc il hurle, il a des soubresauts. Et ce sont ces soubresauts qui causent les tremblements terrestres, les tremblements de la Terre. Et la marée, donc. Et la marée, donc maintenant la marée. C'est la marée que je voulais. Donc ça, c'est l'expression des tremblements de terre. Je me suis mélangée. Donc on a expliqué les tremblements de terre. Oui, là, on a Donc expliqué. j'arrête d'imiter. Donc ça, c'est quand j'imite la marée, c'est tout à l'heure, c'est là, on va faire la marée maintenant. Tremblement de terre. On reprend, non, ou pas? Non, non, on enchaîne. Alors, donc on enchaîne. Alors, les tremblements de terre. Les tremblements de terre, on a fait. La marée. Alors, la marée, eh bien, c'est donc ce fameux Thor, effectivement, qui est invité chez les géants. Et les géants lui demandent de relever un défi, le défi du plus grand buveur. Donc Thor, il a une descente phénoménale. On lui apporte une grande corne pleine d'hydromel, qu'à cela ne tienne, il va la vider en quelques rasades. Il boit goulûment, il n'arrête pas de boire. Moyennant quoi, le niveau de l'hydromel baisse à peine. Il recommence une deuxième fois, une troisième fois, rien à faire. Le niveau ne baisse pas. Pourquoi? Eh bien parce que cette corne était reliée à la mer. Et voilà. Et donc, en faisant un petit peu baisser le niveau de l'alcool, Thor a finalement fait baisser le niveau de la mer. Et donc, on a nos marées créées par Thor. Un petit dernier en 2 minutes, l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel... C'est très joli l'explication, je trouve. Mais oui, c'est un pont. Ce n'est pas du tout un effet optique créé par n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, ça, c'est une erreur totale. Vous êtes copine avec vos collègues profs de physique et toutes ces choses-là? On a un petit peu quelques conflits. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, l'arc-en-ciel, c'est un pont qui relie le monde des dieux, Asgard, au monde des hommes, Midgard. Et ce pont, d'ailleurs, est assez brûlant, donc seuls les dieux peuvent le descendre, parce que sinon, on se brûle les pieds.
Et il est veillé par le veilleur des dieux qui s'appelle Heimdall et qui a l'ouïe si fine qu'il entend la laine pousser sur le dos des moutons. Oh, extraordinaire. Et ça, c'est l'arc-en-ciel. Pour en savoir plus, merci beaucoup, chère Catherine. Vous lisez cette incroyable histoire de la mythologie nordique. On se marre en le lisant. Si vous saviez, à chaque case, quasiment, il y a des gags. Il faut le lire lentement. Et c'est Philippe Bercovici qui est au dessin. On se retrouve, Catherine, une dernière fois demain, pour cette semaine en tout cas, pour répondre à la question suivante. Quelle technologie de communication tient son nom du roi viking Harald? Grand oral, la suite. Fabien Olicard, ce jeu, il est absolument, et ce livre-jeu, captivant, mais vous dites aussi que dans la vie, il faut accepter de s'ennuyer. Vous avez cité Bernard Werber en début d'entretien, dans la préface, justement, de Votre attention et votre super pouvoir, également paru chez First. Il écrit « J'ai eu l'impression, en vous rencontrant, qu'il, c'est vous, était très différent des autres parce qu'il était capable d'accepter l'ennui. » Oui, alors Bernard, ce qui l'amusait beaucoup et ce qui l'étonnait, il a mis du temps à m'en parler, c'est qu'à chaque fois qu'on allait manger au restaurant, il se faisait une expérience sociale avec moi, parce qu'il avait découvert ce trait-là chez moi, il allait aux toilettes, de plus en plus longtemps en vrai, il retourne et quand il revenait, il était fasciné de voir que j'avais pas mon téléphone portable dans les mains. Ouais, et vous, c'est un test que vous faites régulièrement. Sachez que si vous le croisez au restaurant ou dans les transports en commun, il reluque. Et en plus, il essaie de savoir ce que vous faites. Exact, c'est vrai. Et donc à chaque fois, il me dit mais comment ça se fait que tu ne t'occupes pas? Mais je suis très occupé. Je repense à ce qu'on vient de se dire. Et les choses qui me font penser par association d'idées connexes et à ce que j'ai envie de te dire à ton retour. Donc je suis extrêmement occupé en fait finalement parce que le cerveau ne sait pas s'ennuyer. On a peur de l'ennui comme on a peur, le fumeur a peur par exemple quand il voit qu'il lui reste plus que 5 cigarettes. Il n'est pas encore en manque, il lui en reste 5, mais il a des angoisses de ce manque-là. Donc nous on a peur de s'ennuyer, on a peur de ne pas recevoir de dopamine ultra régulière. Comme on a par exemple quand on scrolle sur un téléphone portable. Mais il faut dire notre attention, elle est en permanence sollicitée, notamment sur les téléphones, notamment par des technologies comme celle que vous venez de décrire, le scrolling, et c'est devenu le pilier d'un commerce, d'un enjeu économique et sociétal. Et c'est ça que vous racontez aussi. Il faut soigner entre guillemets une bonne attention, ou un bon usage de l'attention pour ne pas se faire avoir. J'adore tout ce que vous dites, déjà parce que je l'ai d'abord, je le répète, voilà. mais parce que vous n'êtes pas tombé dans le panneau de dire notre attention est cassée. Elle n'est pas cassée, l'attention, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne tellement bien qu'elle va partout, on lui dit d'aller, sauf que là, on ne lui dit pas d'aller dans les bons endroits depuis longtemps, et du coup, on devient dépendant à une stimulation un peu trop forte, un petit peu trop permanente. C'est le commerce de l'attention. On s'est aperçu que commercer avec quelque chose d'immatériel qui n'a pas besoin de stocker et que les êtres humains produisent en abondance, c'est quand même super bon pour le commerce. Et après, l'être humain fait ce qu'il sait faire de mieux, il exploite le filon. Il y a des années de ça, Lelay, l'ancien patron de TF1, disait ce que je vends à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Et le patron de Netflix a fait la même sur Twitter, il a dit notre seul ennemi, c'est le sommeil. Ouais. Donc il considère que tout le temps d'éveil, on peut l'exploiter à regarder Netflix. Dans ce livre, vous faites la différence entre manipulation et détournement d'attention, et vous le faites à partir d'un exemple, d'une petite pièce de monnaie. Je n'ai pas oublié que je vous ai prêté 2 € juste avant qu'on commence à tourner. Vous les avez dans la poche. Je les ai plus. Où est-ce qu'ils sont passés? Non, je les ai. Alors, commençons par, comme vous le faites dans le bouquin, là. Vous m'expliquez le truc. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on dit les magiciens détournent l'attention. Voilà. Et c'est faux. Voilà. Ce que je mets dans le livre, c'est que c'est faux. Les magiciens guident et dirigent l'attention des gens. Parce que si je détourne l'attention, ça veut dire que je suis capable de vous dire « là-bas, un éléphant !» et vous allez me croire à chaque fois systématiquement. Ça, c'est détourner. Diriger l'attention, c'est mieux. Diriger l'attention, c'est vous emmener à voir ce que j'ai envie que vous voyez, vous. Et d'ailleurs, c'est ce que je parle dans le livre, c'est comme ça que j'ai vu la baisse de l'attention arriver, parce que pour diriger l'attention, il faut qu'il y en ait. Alors, pour la pièce, par exemple, c'est pas très dur, c'est que si la pièce n'est pas dans la main droite, eh bien, elle se trouve dans la main gauche. Bien sûr. Si je fais ça, voilà, elle est toujours dans une autre main. Donc, si je fais ça, évidemment, vous croyez qu'elle est là, mais elle est ici. Pourtant, vous le savez. Je viens de vous dire que si elle n'est pas dans la main droite, c'est dans la main gauche. Donc, si elle n'est pas dans la main gauche, c'est qu'elle est dans la main droite. Mais j'ai rien vu. Donc, si je la pose doucement, évidemment, elle arrive parfois un petit peu en décalé. Et on peut aller loin. Maintenant, vous le savez, c'est votre pièce que je manipule en permanence. Si elle n'est pas ici, c'est qu'elle est ailleurs. Mais en dirigeant votre attention, vous allez être attiré, par exemple, à un truc qui est très bête. Vous allez être attiré par ce qui monte. Le mouvement vous a attiré. Ça fait 12 fois que je vous le fais. Je regarde dans la main. Je me suis encore fait avoir. Ça a bougé, donc l'attention est dirigée. Oui, bien sûr.
Oh, pardon. Allez rester dans l'autre main. Le sagouin. C'est terrible. Merci beaucoup. Il faut toujours plus de sollicitations, Fabien, écrivez-vous, pour stimuler notre cerveau. C'en est devenu une addiction au point, et là on arrive sur des choses quand même très sérieuses, que ça peut devenir en tout cas un sujet de santé mentale. Pour moi, c'est un sujet de santé mentale. C'est même un enjeu majeur parce que ce besoin d'être sollicité en permanence, c'est l'addiction en fait qui est liée par cette sursollicitation de l'attention. Donc, ça coupe la motivation. On n'a pas envie de faire autre chose. Quand on était plus jeune, vous comme moi, pourquoi on sortait? Pourquoi on allait faire des choses? Pour s'occuper, en fait, finalement. Et là, si on n'a pas besoin de s'occuper, eh bien, on perd la motivation. Et de la perte de la motivation naît la dépression. Parce que arrive un moment, on se dit j'ai rien fait ces dernières années, je n'ai rien accompli, et puis je suis nul, et j'ai pas envie, etc. Donc on tend quand même vers ça, quoi. Moi, tous mes sujets de prédilection d'aujourd'hui, les livres dont vous êtes le héros que je lisais étant petit, etc., c'était bien pour m'occuper différemment, pour apprendre, pour expérimenter. Donc j'ai très peur de ça pour le futur, pour les jeunes adultes actuels et plus jeunes. Dans les conseils qu'on peut donner aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, arrêtez le multitâche, le côté je sais faire plein de trucs à la fois, etc. Vous dites c'est pas compliqué, si vous vous divisez sur plusieurs centres d'intérêt, quand vous souhaitez retenir quelque chose, vous ne le retiendrez pas. C'est aussi simple que ça. En fait, le cerveau n'est pas... On peut croire même en toute honnêteté qu'on est très très fort à faire plein de trucs en même temps. C'est faux. La science l'a démontré plein de fois. Changer de tâche, donc même en une microseconde, c'est un coût cognitif, on appelle ça. Donc ça coûte cher au cerveau de faire ça. Et ce coût, il est payé en mémoire, en attention, en concentration, en énergie mentale. Donc plus on fait plein de choses en même temps, en fait, moins on est bon. Alors on se donne l'illusion, on brasse de l'air, j'ai touché tout ça, mais ça c'était moins bon. Vraiment pas. Et la concentration, elle a un prix, et ça aussi c'est un message qu'il faut envoyer. Oui. C'est pas un truc qui se fait tout seul, ça suppose ce qu'on appelle un effort. C'est un effort, la concentration, c'est une forme de l'attention, et on pourrait la résumer comme ça, c'est notre capacité à maintenir une attention soutenue dans le temps. Donc on parle bien de notre capacité à maintenir volontairement. Donc on n'est même plus dans la motivation, on est dans la persévérance de ne pas réagir à notre entourage, ce qu'on appelle les distracteurs externes, ou à notre intérieur de « oh là là, je ferais bien une pause et je scrollerais bien un petit peu sur le téléphone ». C'est cette capacité à se dire « non, durant 1 heure, je suis là-dessus et pas sur un autre sujet ». Et pourtant, les pauses, il faut en faire et on peut en profiter. Alors vous donnez, dans le bouquin, il y a plein de conseils pratiques, vraiment lisez-le. En plus, il se fiche de vous à peu près toutes les 3 pages et demie. Alors il est fait pour que quelqu'un qui ait plus l'habitude de maintenir son attention dans un livre... La maintienne. Pour quelqu'un qui, en principe, a l'habitude de ça, ça marche quand même. Voilà. Mais vous pouvez essayer de le gruger, par exemple, sauter directement de là à là. En fait, il le sait, c'est comme s'il était en train de vous regarder. Non, dis là. Voilà, c'est le mentaliste qui a écrit le bouquin. Le test des 120 secondes. Test des 120 secondes, ça, il est tout bête, mais c'est pour ça qu'on peut le raconter facilement. Voilà, pour voir votre niveau par rapport à votre impatience sur l'attention. Vous regardez, alors si possible, plutôt une horloge à aiguille, mais sinon ça peut être une horloge classique, mais il faut qu'il y ait des secondes, et vous regardez 120 secondes défiler, donc 2 minutes. Mais on regarde ces 120 secondes sans penser à autre chose que ces 120 secondes qui passent. Interdiction de penser à autre chose, de se laisser divaguer, on constate chaque seconde qui passe. Au bout des 120 secondes, si vous avez l'impression que vous êtes mort, que c'était une éternité, c'est qu'il y a des petits problèmes d'attention à régler. C'est une forme de méditation. Et petit bonus, ça fait extrêmement bien au cerveau de s'arrêter comme ça 120 secondes. Ça redescend tous les niveaux de stress. Et vous mesurez comme ça votre degré d'impatience et la perturbation de votre impatience. On termine par des conseils, Fabien. On a dit, ne faites qu'une seule chose à la fois. Profitez pleinement de votre réveil. Bah oui. Le réveil, c'est un moment merveilleux de la journée. Longtemps, je me suis levé de bonne heure. Non, mais c'est ça. C'est comme dans un jeu vidéo. Quand on se réveille, toutes les jauges sont au maximum. Il faut en profiter tout de suite. Et surtout, il faut laisser le temps de démarrer. C'est l'otium. L'otium, c'est un mot grec pour dire le temps qualitatif pour soi, pour apprendre, pour méditer, pour faire du sport, etc. Ben voilà, c'est exactement ça. Quand on se réveille, on ne lit pas d'informations au sens général du terme. Donc pas de réseaux sociaux, pas d'actualité, pas la radio pour France Info 8h, tout ce que vous voulez. Non. On prend le temps pour lire un roman, pour lire un livre sur un sujet, pour faire un petit peu de sport, pour faire de la musique, pour rien faire. Prenez cette première heure pour déterminer l'humeur de votre journée, parce que ça a un impact. Tout ce que vous vivez dans la première heure, ça va vous donner le tempo de la journée. Si vous courez après le temps la première heure, vous courez après le temps jusqu'au soir. Ça marche encore mieux si vous avez suivi cet autre conseil qui est de se préparer un petit peu la veille. Oui. À ce qu'on va faire, sachez ce que vous faites, soyez seul au milieu du monde. Ben oui, il faut apprendre ça. Il faut apprendre en fait à être à son propre rythme.
même si on a un entourage qui papote, qui bouge, qui génère, etc. En fait. Et ça sert beaucoup quand on est étudiant, par exemple, ou quand on est au collège. Exactement. Alors, il y a plusieurs sens en plus à cette phrase, c'est-à-dire cette capacité à re-rentrer dans sa bulle personnelle, et puis cette capacité aussi à aller parfois contre le sens du vent. Tout le monde a envie de faire ça. C'était pas votre décision, vous n'êtes pas obligé de suivre. Absolument. Préparez le terrain efficacement, apprenez à vous entraîner. Je veux bien qu'on termine avec optimiser la durée de votre attention. Vous donnez l'exemple de vos bouquins, par exemple celui-ci. Quand vous avez commencé à écrire, au bout d'une heure et demie, 2 heures, j'en ai marre. C'était fini. À la fin, parce que vous étiez préparé, parce que vous aviez préparé votre cerveau à fonctionner, vous étiez capable, sans fatigue, d'écrire toute la journée. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, la répétition de quelque chose qui est encombrant pour le cerveau va le rendre performant, parce que vous envoyez votre message à votre cerveau de « je veux savoir faire ça mieux ». Quand vous apprenez à courir, plus vous courez longtemps dans l'effort, plus vous améliorez votre cardio. C'est pareil, l'attention, le meilleur conseil pour l'améliorer et la concentration, c'est qu'à chaque fois que vous sentez que vous décrochez et que vous avez envie de décrocher, vous faites comme tous les addicts, vous dites « non, je tiens encore 5 minutes ». Et à chaque fois que vous allez fournir cet effort, ça va payer dans le temps. Et vous serez encore. Et il faut en faire une addiction. Sûr. La harpe des 4 saisons, décider de votre destin. C'est le livre qui vient de sortir, livre-jeu absolument super de Fabien Olicard, c'est chez First. Et toujours chez First, sorti il y a quelques mois avec une actualité brûlante. Votre attention est votre super pouvoir, des outils efficaces pour aider votre cerveau à se focaliser et à rester concentré, avec une préface très sympa de Bernard Werber. Vous restez avec nous? Ah bah on va passer à table. Surtout quand on parle de nourriture. Ah bah allez, on y va, Sandra. Plateau repas avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Le week-end approche, il n'y a plus que vendredi à passer. Les week-ends en famille, pause bien méritée après des semaines souvent bien remplies. Quoi de mieux pour renforcer les liens et créer de bons souvenirs que de mettre tout le monde derrière les fourneaux. Pas besoin, avec vous, d'être un ou une grande chef et de passer des heures à éplucher les légumes. Vous nous proposez aujourd'hui un menu ludique et facile. Ludique, facile et bon pour la santé. Vous me connaissez, Emmanuel. Et en plus, on va vérifier. On a déjà les desserts. Spoiler alerte. Moi, ce que j'aime, c'est quand on cuisine en famille, que c'est équilibré et que c'est simple. Moi, ce que je vous propose, c'est des pizzas. C'est très simple, les pizzas. Je vous demande même pas de faire la pâte vous-même. Vous pouvez acheter de la pizza. La pâte à pizza, bio, Pas forcément bio. La pâte à pizza, centre commercial. D'accord. Oui, franchement, ça ne va pas très loin en termes de composition. Oui, et là, l'une vaut l'autre. Oui, voilà, quelque chose près. On ne va pas chipoter. Voilà, ne chipotons pas. Chacun va exprimer sa créativité. Vous allez... Alors, c'est très simple. Hein. Vous achetez beaucoup de tomates. Vous n'êtes même pas obligé de faire cuire la tomate pour en faire de la sauce tomate. Une pâte à pizza. Fromage râpé, j'imagine. Un peu de fromage râpé, de la tomate, je disais. Et surtout, c'est là où les enfants vont intervenir. Ils ne pourront plus dire que ce n'est pas bon, puisque chacun va mettre la garniture qu'il souhaite. Un peu de jambon, un peu de champignons, un peu d'aubergine, un peu de petits pains. On peut même, sur la même pizza, faire des morceaux avec des goûts différents. Ça, c'est pas... Alors, ou on fait une grande pizza, ou on fait plein de petites, ça, c'est pas gênant. Oui, parce que j'ai l'impression qu'ils vont pas prendre l'aubergine, sinon. C'est peu probable, mais quoique quand ils regardent beaucoup Sandra Ferreira sur School TV, maintenant... Elle fait faire des trucs très bizarres. Non, mais il faut se méfier. Elle a un côté mentaliste de la diététique. Oui, j'ai été bien formée. Bon, mais ça, c'est génial. On met au four. De l'ananas aussi, hein. Non, pas dans une pizza. Je sais. Alors, recommencez pas. Allez, dessert, qu'est-ce qu'on mange? Ils sont là, les desserts. Alors, les desserts, ils sont là. Alors, les desserts. Il faut... Moi, la mousse au chocolat. Hein. Moi, je trouve que c'est le plus simple. Alors, vous allez me dire, mais horreur, les diététiciennes, elles nous parlent de mousse au chocolat. Blanc en neige, c'est dur. Bon, je vous avoue, je ne l'ai pas fait à la main comme ça. J'ai utilisé un batteur pour les blancs en neige. Hein. Mais la mousse au chocolat, la recette traditionnelle, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la mousse au chocolat traditionnellement? Il y a du chocolat. Du chocolat, déjà, on est déjà bien parti. Non. Et, pardon? Non, je ne sais pas exactement les... Vous parliez de blanc. Chocolat noir. Chocolat noir, bon, on peut prendre un autre goût, mais chocolat noir et des œufs, c'est tout. Oui, on a des blancs en neige qu'on fait d'un côté. Et ensuite, avec les jaunes, là, il y a... On mélange tout ça. Un peu de on mélange du sel ou je sais pas quoi. Un peu de sucre. Hein. Ah non, le sel, c'est pour les blancs en neige. Alors, c'est pour les blancs en neige. Et on n'est même pas obligé. Quand même, il faut vraiment avoir en tête. C'est important que je reprécise. On fait fondre le chocolat, on mélange les jaunes d'œufs, tout ça, et ensuite, les blancs, on les a montés en neige à côté, pas forcément avec une pincée de sel. Ok, mais je ne sais pas si on voit bien. Et on monte le tout. Regardez-moi ça. Et qu'est-ce qui est sympa? Il y a des trucs dessus. Mais c'est ça, c'est de mettre des toppings avec ses enfants, ce qu'on appelle des toppings. C'est pas des trucs dessus, c'est des toppings. Alors, oui, c'est des trucs dessus. Je vous l'accorde, Moi, je crois que c'était des clémentines, et voilà, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette fille? Alors, bien sûr, on peut mettre des choses un peu moins diététiques, des petits chamallows, des petits vermicelles colorés. Et moi, c'est l'occasion de faire passer des petits fruits aux enfants. Hein. Voilà, clémentine, j'ai mis de la banane. On va goûter, évidemment. Voilà, il reste 30 secondes pour quelques petites astuces supplémentaires pour que le moment soit
encore plus sympathique. Pour que le moment soit sympathique, une super playlist. Ou un peu des musiques rigolotes, ou un peu nostalgique. Voilà, il faut que ça soit sympa. Vous savez que manger et cuisiner, il faut que ça reste sympa. On délègue les tâches. Le plus petit mélange, le plus grand coupe sous vos supervisions. Comme ça, tout le monde travaille. Ne soyez pas le chef parfait. On ne veut pas que ça soit parfait. Hein. Ça, on l'a dit en début pas de perfectionnisme. Pas de perfectionnisme. On veut juste s'amuser. Et complicité, partage et dégustation. À vous. Dites-moi si vous aimez. Et c'est vraiment rapide. Hein. Vraiment. Ça va se manger aussi rapidement. Sandra, vous allez goûter votre œuvre. Non, si vous la goûtez pas, on est mal. Ouais. Si, je vais la goûter. Je réfléchis juste lequel je prends. Ah ouais, vous ayez le choix entre clémentine. On met du rhum alors. Mentaliste un jour, mentaliste toujours, il détourne l'attention. Fabien, merci de nous avoir rendu visite dans la quotidienne. Je rappelle qu'on doit et qu'on peut lire l'Harpe des 4 saisons et votre attention et votre super pouvoir, c'est chez First. Et puis on guette les dates. Vous allez sur Internet, c'est très facile de trouver. On guette les dates de la grande tournée. Vous avez encore une quinzaine de zéniths jusqu'à fin février, oui, c'est ça? Exactement, et après je raccroche un peu les gants. Bon, on a mis l'affiche, mais je ne sais pas si vous aurez le temps de noter. En tout cas, vous allez sur Internet, vous trouverez absolument tout ça. Sandra, merci beaucoup. Je vais goûter, ça m'a l'air, c'est bon? C'est délicieux. Bon, génial. Je suis impatient et je n'en laisserai pas à toute l'équipe, si on va vous en laisser. Regardez, il y en a. Pour Laure Audemont au maquillage, pour Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission. Dylan qui est en régie aujourd'hui avec Mickaël Fristo au son et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous voyez, il n'y en aura pas pour tout le monde. Non. Bon, allez, vous restez sur School TV et vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.